qu'on traite aujourd'hui sur cette question vaste de comment être heureux en réanimation à tout âge. Et donc effectivement, vous l'aurez compris, sans faire dans l'agisme, je suis là pour traiter la question de ma génération, donc plutôt celle des internes. Avant d'aller plus loin, alors rassurez-vous, hein, on ne migre pas dès la diapo 2 au Congrès national des enseignants en philosophie, mais on doit quand même se poser la question, avant de répondre à cette question super vaste, de qu'est-ce qu'on entend par le bonheur, qu'est-ce qu'on entend par le fait d'être heureux. Et je vous propose cette définition qui n'est pas de moi, hein, qui est de Mata Motin, qui était ma professeure de philosophie en terminale, hein, qui m'a défini le bonheur comme ça avant de disserter beaucoup plus. C'est un état durable, de complète plénitude, dans lequel on se sent bien. Et le mot-clé, je vous l'ai mis en gras, je vous l'ai souligné, c'est la durabilité. Et ça prend tout son sens quand on parle de bien-être au travail. On a des carrières qui sont longues, on passe beaucoup de temps au travail. Ça fait suite à des études qui, elles aussi, sont longues, exigeantes et difficiles. Donc, atteindre ce stade de bonheur, il prend finalement une place essentielle dans l'épanouissement qu'on peut avoir au travail d'abord et dans notre vie, parce qu'on a une vie en dehors de notre travail, on l'espère. Le plaisir, la joie, c'est la même chose, avec le critère de durabilité en moins. Les philosophes, ils ont discuté, ils ont échangé, ils se sont battus dès l'Antiquité. Pour Platon, le bonheur, c'est du désir. Répondre au désir, c'est finalement atteindre ce bonheur. Socrate dit non, le désir, c'est le constat d'un manque. Compléter un manque, c'est faire naître un nouveau manque. Et c'est une quête qui est finalement vouée à l'échec. Vient ensuite des approches qui essayent de pragmatiser l'atteinte du bonheur. Donc, les épicuriens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On va prendre des désirs assez basiques, des désirs assez fondamentaux, des besoins en somme. J'ai faim, je mange. J'ai soif, pardon, je bois. Là où les stoïciens vont être plus dans une approche de je vais désirer des choses que je maîtrise au moins partiellement, de telle sorte à avoir une probabilité d'échec d'atteinte de ce désir un peu plus faible. Sans dire qu'on est des stoïciens, je pense que la question, elle est de où est la priorité qu'on va baser dans cette quête de l'épanouissement, du fait d'être heureux au travail. Est-ce qu'on travaille pour être heureux ? Est-ce qu'on cherche à être heureux au travail ? Est-ce qu'on considère cet élément-là comme nécessaire et même parfois peut-être suffisant selon la sensibilité et les attentes de chacun, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est non nécessaire et surtout non suffisant, et ça vient comme un plus, ça vient comme une cerise sur le gâteau qui se rajoute à tout un tas d'autres choses. Et la vocation dans tout ça, est-ce que ça rabat toutes les cartes ? Est-ce que le bonheur ou juste la joie peut suffire dans ce caractère non durable ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait certain, et déjà, juste cette question de la vocation, elle est difficile. Là, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la sociologie. Et la première idée, elle est de dire que la vocation, ce n'est pas du tout objectif. Et surtout, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça va, pour une même personne, changer au fil de sa vie, en fonction de ses attentes, en fonction de sa représentation. Et surtout, au sein finalement d'un échantillon de personnes dans une société, ça va aussi beaucoup varier en fonction du temps. La représentation sociétale d'une spécialité va peut-être ou non faire naître des vocations. Et je vais même aller au-delà de ça, je pense que pour la réanimation, c'est plus qu'une question de sociologie générale, c'est une question de sociologie médicale, parce que la représentation sociétale de la réanimation, jusqu'à ce qu'on se retrouve, et c'est toujours malheureux, confronté à un proche en réanimation, elle est difficile. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre la médecine d'urgence, la réanimation, les soins intensifs au sens très large, et de là, la vocation à la réanimation, elle vient pendant les études de médecine, elle vient aussi de la représentation qu'ont les autres spécialités à la réanimation. Et ça peut aussi beaucoup faire varier cette question de la vocation à la réanimation. Je vous présente une seule étude qui date de 2013. Il n'y a pas énormément d'études sur le sujet, même si on voit que ça commence à être de plus en plus prégnant dans les problématiques rapportées par les praticiens en réanimation, que la période Covid a aussi fait naître beaucoup de ces questions-là parce que les conditions étaient telles que ça a permis de mettre le focus sur les problèmes, si tant est qu'il y en avait, qui pouvaient exister. Là, on est avant. Selon l'optimisme de la salle, j'imagine ou j'espère qu'on ne sera pas de nouveau confronté dans les années à venir à une pandémie. Donc on va considérer cette étude de 2013 comme assez représentative de ce qui pourrait venir dans les années suivantes. Il s'intéressait à 10 réanimations sur les 13 que comptait le Portugal en 2013, avec un auto-questionnaire et un staging finalement du burn-out, de l'épuisement, bas, moyen, fort, avec, vous voyez, à peu près 2 tiers de personnel médical, 1 tiers de personnel médical, et 2 tiers de personnel paramédical. Ce qui ressort de ça, c'est une prévalence du burn-out sans différence médicale-paramédicale qui est très largement supérieure à la population générale.
Et le gros intérêt de cette étude, c'est derrière de faire de l'univarié puis du multivarié pour essayer de faire sortir des facteurs de risque et protecteurs de l'épuisement en réanimation. Le sexe masculin est plutôt significativement associé à une protection de l'épuisement dans le cadre de l'exercice de la réanimation. On vient d'en discuter pendant longtemps, les questions de limitation et surtout les conflits par rapport à ces questions de limitation dans les équipes. Et vous le voyez, une différence qui est faite de manière intéressante par les auteurs entre les conflits déjà entre les personnes qui sortent en univarié, pas en multivarié. Ensuite, les conflits sur les limitations, vous le voyez, c'est pas significatif. Et les conflits du stade d'après, qui est toujours beaucoup plus sujet à débat, et c'est normal, sur l'arrêt des thérapeutiques, qui là est significativement associé à plus d'épuisement parmi les professionnels. Travailler dans un autre service, avoir une activité professionnelle en dehors de la réanimation, sort aussi, et c'est la première étude du genre à le montrer, comme un facteur protecteur quant au développement d'un épuisement dans l'exercice de la réanimation. Les paramètres univariés non significatifs en multivarié, vous les avez là. Être plus âgé, avoir plus d'expérience en réanimation, c'est protecteur, mais ça ne sort pas en multivarié. Être en CDD, c'est une caractéristique un peu générale du travail, c'est plutôt un facteur de risque d'épuisement. Être associé à un taux de mortalité important dans sa réanimation ne sort pas en multivarié non plus. Pour les protecteurs, être marié, en couple, avoir des enfants, sort en univarié, mais pas en multivarié. Et de manière étonnante, même en univarié, le temps de travail croissant, le nombre de gardes, elles aussi finalement en augmentation, ne sont pas associées, que ce soit univarié ou multivarié, à l'épuisement professionnel. On a fait un tour un peu général, on a parlé du bonheur, on a parlé de la vocation, on a parlé des facteurs de risque potentiels pour arriver à un épuisement au travail. Et que disent les internes en 2024 aujourd'hui? On a fait un petit sondage qu'on a envoyé. Vous voyez, on a 124 réponses, ce qui représente à peu près le quart des effectifs d'internes en Ile-de-France en anesthésie-réanimation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Déjà, en termes d'ancienneté, vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus des jeunes internes. Vous avez 3/4 de 1, 2, 3e année d'internat, 1/4 de 4e, 5e année d'internat, avec un sexe ratio à l'équilibre parfait, 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Une première question hyper simple, suis-je heureux dans l'exercice de la réanimation aujourd'hui? Suis-je heureux dans l'exercice de l'anesthésie aujourd'hui? Va ressortir, vous le voyez, plus d'épanouissement dans l'exercice de l'anesthésie que dans l'exercice de la réanimation. Une deuxième question, qui n'est pas la même, mais qui est intéressante, ai-je la vocation, à l'heure où je remplis ce questionnaire, pour la réanimation à gauche, pour l'anesthésie à droite? On a moins de vocation pour l'anesthésie, mais visiblement un épanouissement plus grand. On a plus de la moitié des gens qui, malgré tout, ont une vocation à la réanimation. Quel est l'effet du temps dans ce constat, quand on lisse par rapport à l'étude de la population générale? J'ai séparé un peu arbitrairement, en fait ça a coupé à peu près la population en deux, donc c'était bien, ce que j'ai appelé les jeunes internes, 2 premières années d'internat, et les vieux internes, 3, 4, 5e année d'internat, à peu près autant d'hommes que de femmes, et significativement, avec le temps, un épanouissement en réanimation qui baisse. Les vieux internes sont significativement moins heureux en réanimation que les jeunes internes. Ça semble non différent pour l'exercice de l'anesthésie. Et pour la vocation, j'ai l'impression qu'on a une tendance, sans que ça sorte significativement, peut-être par manque de puissance ou pas, ça je ne peux pas vous le dire, aussi à un appauvrissement de la vocation avec le temps chez les vieux internes. Une question qui traite et qui fait la croisée de tout ça, pourquoi j'ai choisi de faire de l'anesthésie-réanimation quand j'ai passé mon concours de l'internat? Une quasi-totalité pour la réanimation, une grosse moitié, mais qui inclut la réanimation pour l'anesthésie et la réanimation. Malgré ça, ou grâce à ça, je ne sais pas, une question qui s'ensuit, qu'est-ce que je veux faire après mon internat? Je veux, dans la grosse majorité des cas, finalement, avoir une activité un peu mixte et dans un quart des cas, un exercice exclusif en réanimation. Question plus vaste, sur le très long terme, dans l'évolution de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour 50% des effectifs, je veux faire de l'anesthésie, et pour 40% des effectifs, je veux avoir une activité mixte qui inclut l'un et l'autre. Ensuite, et c'était la dernière question posée en dehors d'un point sur lequel on reviendra derrière, est-ce que je considère que la réanimation impose aujourd'hui, en l'état actuel des choses, des ajustements pour gagner en attractivité? Même question pour l'anesthésie. Vous le voyez, la réanimation, dans 85% des cas, doit évoluer pour gagner en attractivité et pérenniser vocation, envie de l'exercer dans le futur pour la génération des internes. Ça semble moins franc puisque 60% vont répondre non à cette question pour l'anesthésie. Est-ce que généraliser une activité mixte par rapport à ce qu'on voit comme sortant significativement dans notre étude portugaise pourrait avoir un intérêt? Quasi unanimité à oui, on voudrait plus d'activités mixtes dans l'exercice de notre métier. Ensuite,
J'ai proposé certains éléments qui sortent un peu dans la littérature sur ces discussions-là. Quel est le principal obstacle? Il fallait en choisir un seul à l'exercice de la réanimation plus tard. Le rythme de travail d'abord, 30,6%. La rémunération, l'adéquation à la vie familiale qui rejoint quand même malgré tout la question du rythme de travail. Et en dernier lieu, la charge de travail. Dans son versant administratif, vous voyez, il y avait une notion un peu plus générale de charge de travail qui ne ressortait pas parmi les internes. Même question mais différente. Le lait, citez tout ce que vous voulez. On retrouve les 4 mêmes larrons qui restent en tête. Et surtout, on en retrouve 2 autres qui, là aussi, font écho à ce qu'on vient de dire. L'acharnement thérapeutique, les décisions d'arrêt de soins, c'est peut-être pas le principal problème, mais il sort comme quelque chose qui pose problème aujourd'hui aux internes. Et l'activité hospitalière quasi exclusive de la réanimation, lui aussi, peut être évoqué comme une limite à vouloir s'y pérenniser. Conclusion de question. Est-ce que c'est une question philosophique? Est-ce que c'est une question sociologique? Je ne sais pas. En tout cas, on a quand même l'impression, sans que ce soit une fatalité, qu'avec le temps, parmi la génération actuelle d'internes, on a une envie de faire de l'anesthésie-réanimation pour faire de la réanimation, mais que la vocation, que l'envie, que l'épanouissement dans ce versant de notre spécialité a plutôt tendance à baisser avec le temps. Pour autant, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, parce que c'est un exercice magnifique d'une spécialité aussi magnifique, incroyable. Ce qui est évoqué de manière informelle par les internes quand on leur demande en texte libre qu'est-ce que vous proposez pour faire évoluer la réanimation demain, c'est le développement d'une activité mixte qui semble quand même ressortir de manière assez franche dans ce questionnaire. C'est l'adaptation du temps de travail, la question de la garde de 12 heures qui, je pense, on en a parlé, se rattache aussi à une question importante qui est peut-être la qualité et l'efficience des transmissions. Parce que la principale limite à ça, c'est la perte d'information, d'avoir une garde de 12 heures versus une garde de 24 heures. La réduction de la charge administrative, peut-être qu'elle pourrait en partie être résolue ou on pourrait y répondre par la numérisation, par le développement finalement d'aide au travail pour libérer du temps médical, pour libérer du temps avec les soignants. La valorisation des carrières hospitalières et l'optimisation des questions éthiques, de l'interdisciplinarité, en incluant notamment les psychologues au questionnement, aux décisions, au rapport aux patients et au rapport aux professionnels entre eux. Merci beaucoup. Merci Paul. Je te propose de rester là et puis on va enchaîner avec Sébastien. Bonjour à tous, vous m'entendez? Eh bien, merci beaucoup, je remercie de ma part. Jacques, merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter, pour parler sur cette session très intéressante. Comment être heureux à travailler en réanimation tout âge. Alors moi, j'ai 43 ans, donc je crois que je suis le semi-jeune, le semi-vieux, le semi-mûr, enfin bref, c'est vous qui interprétez. Un topo très quand même basé sur l'expérience, il n'y a pas beaucoup d'événements de base medicine. Alors je vais commencer, donc j'ai pas de conflit d'intérêt. Et avant de commencer, petite diapo sur ma vie, mon œuvre, quand même, pour vous situer un petit peu. Donc j'ai 43 ans, j'ai fait ma carrière, l'essence de ma carrière en réanimation, puisque j'ai fait chef à Bicêtre en réanimation. Après, je suis passé le périph', je suis allé à Argenteuil en réanimation polyvalente. Puis après, depuis 2015, je suis PH à Bichat, avec une grosse activité de réanimation chirurgicale polyvalente. Et puis depuis peu, on parle de double cursus, enfin de anesthésie-réanimation. Depuis 2 ans, je fais de l'anesthésie. Avec Abichat, on a la chance d'avoir à peu près toutes les spécialités hormis la neurochirurgie. Voilà. Et puis, ce qui participe aussi à le fait d'être heureux en réanimation, c'est que je suis également chercheur associé dans une INSERM qui est à La Réunion. Donc voilà un petit peu je voulais un peu situer cela. Mais mon parti pris sur ce topo, c'est bien sûr QVT. Bien sûr, QVT, c'est extrêmement important. La chaise disait effectivement la QVT dans les hôpitaux, c'est quoi? C'est prendre soin de ceux qui nous soignent, et ça, c'est extrêmement important. Et donc la chaise avait, en 2017, mis 6 items. Alors, je ne vais pas tous les. Je vais en parler de 4 items extrêmement importants relatifs à cette QVT. Et puis, je vais parler effectivement de mon expérience à moi et celle de mes collègues en réanimation. Alors, ces 4 items, c'est le contenu du travail, c'est les relations au travail, c'est les compétences, et puis le management participatif. Alors, premier item, contenu du travail. Contenu du travail, effectivement, ce qui est important, c'est bien s'organiser dans le service. Et donc, c'est une politique qui va être centrée autour de cette organisation. Il faut que ce soit bien en amont pour que tout le monde puisse être satisfait, c'est-à-dire les plannings de présence, l'unité de soins bien en amont. Le temps, alors on appelle ça l'intérêt général, mais ça peut être du hors clinique bien en amont, les congés, la participation à des congrès, des formations, effectivement pour que chacun ait un peu son planning dans le service. On fait des staffs d'enseignement interréanimation,
jamais après 18h, 17h45, 18h. Et on essaie de ne pas faire de réunion, pas de réunion le soir, non pas de réunion le soir. Après 18h, on arrête les réunions. Et on essaye de limiter, alors c'est pas facile avec le manpower, avec les difficultés actuelles, de limiter le nombre de gardes par praticien. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est effectivement, eh bien, tu l'as dit précédemment, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est extrêmement importante. Donc les horaires sont bien cadrés. À 8h30 pétante, on fait le staff du matin. Enfin, on prend la pause café, bien évidemment, pour la convivialité. Le staff à 12h30 pétante, pas plus d'une heure, 1h15. Avec le staff de Bactério, ça fait 1h15. Et puis, on transmet à 17h, rarement, mais très, très rarement après 18h. C'est important de respecter les horaires pour que chacun puisse regagner son domicile. Alors, ce n'est pas un très bon exemple aujourd'hui, mais je ne travaille pas plus le week-end et le soir à la maison. Ça, c'est des objectifs qu'il faut vraiment essayer d'atteindre pour une qualité de vie et vraiment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, deuxième item, compétences, parcours professionnel. Alors ça, je pense que, alors, encore une fois, ça reste mon opinion, hein, c'est diversifier ses activités. Donc, je fais de la clinique, hein, et encore une fois, en anesthésie, en réanimation, dans différents secteurs. Je me forme dans des congrès, je fais des formations. Qu'est-ce que je fais ? Je fais aussi de la recherche, j'ai la chance de faire de la recherche fondamentale, de la recherche clinique. J'enseigne auprès des jeunes, alors que ce soit les étudiants en médecine, que ce soit les internes, au lit du malade. Très important, les infirmiers, toujours bien former les infirmiers et les IAD. Et puis, je m'implique également dans le fonctionnement de ma structure de soins. Alors, c'est les RMM, les commissions, le sport. Je fais de la boxe à Bichat, par exemple, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, un point important, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, je ne dis pas qu'il faut que j'ai des plans en réanimation, mais après 10-12 ans à faire que de la réanimation, eh bien, je me suis remis à l'anesthésie, et avec grand plaisir. Avec grand plaisir, j'ai dû réapprendre parce que j'avais je m'étais vraiment mis en réanimation à fond, et c'est vrai que j'ai réappris l'anesthésie dans tous les secteurs, la chirurgie cardiaque, les greffes cardiaques, la chirurgie vasculaire, la maternité. J'ai pris des gardes dans tous les secteurs, et ça, à mon échelle, je trouve que je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a procuré un grand bien. Dans le service, les PH, on a entre 37 et 43 ans, à peu près le même âge, et chacun, à sa manière, on est sorti de nos zones de confort. Alors par exemple, par exemple, j'ai 2 collègues qui participent activement au comité de l'ASFAR, alors le comité de réanimation et le comité d'urgence vitale. J'ai une collègue qui est devenue médiatrice à l'hôpital Bichat, une collègue qui est également membre du comité égalité femmes-hommes, une collègue qui est devenue directrice médicale de crise, une collègue qui s'est mis à fond dans le développement durable, et je pense que c'est très important, un collègue qui est devenu référent dans le GH cybersécurité, et puis un de mes collègues qui est maintenant président du CLIN. Troisième item, relation au travail, climat social. Qu'est-ce que c'est ? C'est un baromètre qui va établir un diagnostic de l'état de la relation qu'entretiennent les salariés avec leur travail et l'organisation. Et donc ça, c'est important, on l'a bien dit dans les différents topos, c'est initier le dialogue, favoriser la communication. Alors ça, maintenant, c'est devenu un peu obligatoire dans les services, les entretiens annuels avec le chef de service, chef d'unité. Très important avec les internes, on fait un débriefing au début, en mi-parcours et à la fin du semestre. Eh bien, on en a parlé et reparlé aujourd'hui, bien sûr, le débriefer les situations compliquées avec les familles, avec les situations compliquées, bien évidemment, avec le personnel non médical. Et puis, d'autres points importants également, qui vont contribuer à avoir un bon climat social, c'est améliorer les conditions de travail, c'est aménager des horaires pour certains. Alors par exemple, là c'est simple, le mercredi, je n'ai pas de nounou, donc je dois amener mes enfants à l'école, donc je ne viens pas à 8h30, je viens à 9h. Et bien on fait comme ça, on essaie de s'arranger entre collègues. Ça fait partie effectivement des exemples. Et puis en blessant des locaux aussi, alors à Bichat, je ne sais pas si vous voyez Bichat, c'est vraiment hideux, hein, mais on essaye un petit peu d'améliorer les choses. Ce qu'il faudrait faire, c'est refaire les chambres de garde, par exemple, et ça, on y travaille un petit peu, parce qu'elles sont vraiment, vraiment très glauques, nos chambres de garde à Bichat. C'est quoi ? C'est instaurer un climat de confiance, de bienveillance, et offrir de meilleures perspectives d'évolution à chacun. Et puis, ce qui est intéressant, alors je sais qu'à Bicêtre, c'est pas mal comme ça, dynamiser les relations sociales en faisant des team building, avoir des relations qui sont moins pyramidales, ça c'est extrêmement important. On fait du sport, nous on a fait un 10 km par exemple, et puis bien sûr, de nombreuses occasions à fêter, ça c'est important effectivement pour cette fameuse relation au travail entre médecins et également avec le personnel non médical bien évidemment. Dernier point, management participatif, on en avait un petit peu parlé, c'est effectivement essayer que chacun puisse participer au management, aux décisions. Nous, par exemple, on a un staff de dossiers difficiles une fois par semaine, et c'est souvent là qu'on va pouvoir participer à ce genre de discussion. Staff de réanimation et réunion de service également. L'important, c'est d'autonomiser un petit peu chaque
personnel médical de service pour prendre des décisions plutôt individuelles et collégiales. Et puis prendre de chacun le meilleur de chacun, en fait, renforcer avec les compétences de chacun pour effectivement améliorer la cohésion dans la structure. Et puis on va essayer chacun va avoir des problèmes à résoudre. Bien sûr, si ça ne marche pas, on va avoir, en cas de désaccord, le rôle du chef d'unité ou le chef de service. Il y a bien sûr des points à travailler, à améliorer, ça c'est évident. Alors premier point, pénibilité des gardes le soir et les week-ends, pas simple. Par exemple, nous, on essaie de travailler, on a beaucoup de greffes pulmonaires à Bichat. On essaie de travailler avec l'ABM pour essayer de tendre vers des greffes de jour. Parce que quand vous avez la journée en clinique au lit du malade et qu'on vous dit entrer en salle 23 heures du greffé qui va nous prendre 8 heures, bah, c'est fatigant, c'est pas très bon pour le malade, c'est pas très bon pour le chirurgien, c'est pas très bon pour les anesthésistes, pour les IOD, pour les IBOD, pour tout le monde en fait. Donc ça, je pense que c'est des points à travailler localement. Relations avec les autres professionnels de santé, je parle de nos collègues chirurgiens, nos collègues médecins. Toujours, encore un point à travailler bien évidemment, l'égalité, parité femmes-hommes. Une question un peu philosophique, est-ce qu'on gagne assez? Ça, on pourrait passer des heures à discuter de nos salaires, est-ce qu'on gagne assez ou pas? Arrêter les moi à mon époque. Alors, je le dis souvent, je l'ai souvent dit, j'essaie de le dire moins, même j'arrête complètement. Il faut se bonifier, il faut arrêter, voilà, il faut arrêter. Et l'idée, c'est de se bonifier avec le temps. J'ai fait des erreurs, et bien j'essaie de ne plus les faire en me bonifiant avec le temps. Donc, pourquoi, en conclusion, je suis heureux en réanimation? Parce que je suis anesthésiste réanimateur, donc j'ai la chance d'avoir une spécialité riche et variée, transversale au service des patients. Je fais un travail d'équipe, bien évidemment. Je suis heureux parce que j'essaye de sortir de ma zone de confort. Je suis heureux parce que je forme les autres et je me forme. Et enfin, je m'implique pour ma structure de soins, ma société savante. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Isabelle, donc ça me fait très très plaisir de t'accueillir parmi nous. Et puis, et je voudrais te féliciter pour tout ce que tu as fait en avance. Alors, déjà, voilà. Donc moi, je fais un peu un effet de dinosaure, puisque je travaille depuis bientôt 40 ans en réanimation. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés pour rester heureux et toujours en réanimation. Donc, cette troisième période de notre vie professionnelle commence autour de 50 ans jusqu'à notre retraite. Évidemment, il y a très peu de bibliographie sur ce sujet. C'est quand même une catégorie, un nombre important de médecins, puisque les chiffres des anesthésistes réanimateurs montrent que 40% actuellement ont plus de 55 ans, donc, et 20% ont plus de 60 ans. Donc c'est un sujet important. Très peu donc d'enquêtes. Une enquête en 2019 sur les anesthésistes réanimateurs seniors, qui avait été envoyé à tous les médecins de plus de 55 ans, 30% ont répondu. Et j'ai été surprise que 20% des anesthésistes réanimateurs travaillaient encore à la retraite, mais c'était surtout des anesthésistes. Un seul papier qui donne des leçons de vie en réanimation par le docteur Curtis, qui est très émouvant. Et donc, c'est surtout l'expérience personnelle de toutes ces années que je vais vous donner. Alors, comme mon collègue un peu plus jeune vous a dit avant, il faut arrêter de dire c'était mieux avant, souvent je le pense quand même, mais je me pince pour éviter de le dire parce que c'était mieux avant, c'était notre jeunesse finalement, le temps où on était assistant en réanimation. Donc évidemment, dans les années 90-2000, ça a été les innovations technologiques. Il n'y avait pas d'études randomisées, pas de Cochrane, donc on faisait un petit peu comme on le sentait. On avait un autre rapport avec l'administration, on avait du personnel, du matériel sans se justifier, et puis pas de T2A, pas de codage TCAM. Des familles plus fatalistes, on passait moins de temps en entretien. Mais finalement, on regrette notre jeunesse parce que ce n'était pas si bien que ça avant. Donc on rentrait à l'hôpital le samedi matin, on sortait le lundi soir. Les repos de garde, c'est depuis 2002. Beaucoup de décès, plusieurs par jour. Surtout, moi, je travaillais en réanimation pédiatrique, donc il n'y avait pas de ceinture, pas de vaccin, donc les enfants mouraient beaucoup. Et surtout, on était très seuls, parce que déjà à l'époque, on prenait des décisions éthiques, mais on le faisait en catimini, et on discutait à un ou deux. Et finalement, notre vie de réanimateur, c'était la vie à la Grande Chartreuse. On passait notre temps à l'hôpital. Et donc, il ne faut pas regretter ce temps-là.
Et donc, j'applique le principe que je mets souvent aux malades, c'est-à-dire la marche en avant, on ne regarde pas derrière. Alors, j'ai essayé d'édicter un peu 7 règles d'or pour rester heureux en réanimation. Et donc, en premier, c'est toujours le sentiment de faire partie de l'équipe et d'être intégré dans l'équipe médicale et paramédicale. Donc, cet esprit d'équipe qu'on cultive, nous, c'est en faisant du ski ou en allant à des repas de service, c'est continuer. Évidemment, on est moins souvent avec les jeunes, mais il faut continuer à participer à la vie d'équipe. Quand on vieillit, on a maintenant la filiation. On a des collègues qu'on a vus internes, assistants, PH, qu'on a vu s'épanouir. Donc on se dit, on a bien fait de les garder dans l'équipe. Et puis on adopte des spécialités. Maintenant, on a 2 anesthésistes dans l'équipe aussi. Et on a un peu le rôle de conseiller, et sur le plan professionnel, et sur le plan aussi personnel. On connaît les histoires toutes des médecins, mais aussi des infirmières. On connaît l'équipe. Et donc, c'est des travaux qui ont été faits et en réanimation adulte à Créteil, et le travail en équipe ressortait en premier, et aussi dans des équipes de chirurgie cardiaque, où c'est cet esprit de famille qu'il faut cultiver. Il faut toujours se sentir bien dans le service. Ensuite, il faut apprendre à écouter la jeune génération, donc cette génération YZ qui a beaucoup de connaissances théoriques, biologie moléculaire, génétique, etc. Mais nous, on a l'expérience. Donc voilà, il faut les écouter, mais aussi il faut qu'ils nous écoutent. Et il faut évidemment discuter. Il faut donc les écouter, puisque au niveau de la société, les gens travaillent de moins en moins. Et donc forcément, les jeunes qui arrivent, ils ont envie de passer moins de temps à l'hôpital, privilégier leurs loisirs et leur vie personnelle. Et donc, moi, j'ai été longtemps contre, mais bon, depuis 4 ans, on est passé en organisation de temps continu avec des semaines de 48 heures, et ça a beaucoup amélioré. D'abord, on a eu des postes en plus, et puis ça a amélioré la dynamique de l'équipe. Évidemment, il faut soutenir les jeunes, essayer de ne pas les critiquer systématiquement dans les prises en charge. Et puis, justement, leur apprendre, les faire participer à la vie institutionnelle, donc comme tu nous as dit tout à l'heure, puisque responsabiliser les gens rapidement. Et ce conflit générationnel, on avait fait une enquête dans les réanimations pédiatriques, était quand même souvent source un petit peu de conflit, donc il faut vraiment y travailler. Alors avec l'âge, on a beaucoup de sollicitations, donc il y a déjà toute la recherche clinique, le service, les congrès, etc. Et puis on va s'impliquer dans la vie institutionnelle, le pôle, les différentes commissions, l'éthique. Et donc, au bout d'un moment, ça s'ajoute. Et donc, au fil du temps, essayez de garder les projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Moi, j'ai gardé l'éthique, le matériel, parce qu'on passe beaucoup de temps en réunion avec parfois notre rôle décisionnel n'est pas toujours évident. Et donc, ces missions, c'est intéressant, mais c'est chronophage, statique, on reste assis, et puis on change de métier, on devient psychologue. Moi, j'étais adjointe au chef de pôle couple-enfant, donc ça faisait quand même plus de 120 médecins, donc j'avais l'impression que ma porte était ouverte tout le temps, c'était le défilé des jérémiades. Donc bon, on devient psychologue, après on fait un peu de politique au sein du directoire, et puis on devient gestionnaire, on apprend à lire tous les Power BI et tout. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quoi mon métier? Et donc, si on veut rester heureux en réanimation, faut continuer à faire de la réanimation. On aime quand même l'adrénaline, on aime la dynamique, donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, continuer à faire du soin en gérant son âge et son stress. Donc, son âge, il faut quand même toujours lire beaucoup, se former pour être au courant des nouvelles thérapeutiques, des innovations technologiques, et puis continuer à suivre des patients, des familles, d'être confronté à la vraie vie, parce que si on reste dans notre bureau, on ne comprend plus les jeunes et le métier de réanimation. Et puis, on nous demande souvent des avis sur des dossiers complexes, éthiques. Ça, c'est plutôt une reconnaissance. Et je dirais qu'avec l'âge, on apprend à trier les choses importantes ou pas. Vous arrivez le matin, rien ne va. Donc, il n'y a plus de lit, le SAMU, ça n'a pas été, le chirurgien n'a pas voulu venir, etc. Donc, bon, vous arrivez à être moins stressé par le quotidien.
Ensuite, les gardes, on a envie d'en prendre parce que d'abord, on se sent toujours jeune dans notre tête, hein, surtout quand on travaille en réanimation pédiatrique, on voit que des jeunes autour de nous, des parents jeunes, des patients jeunes. Ça nous sert à prendre le pouls du service. Hein, les infirmières racontent, on se voit un peu les prescriptions des plus jeunes. Et puis on se rassure en se disant on est toujours apte à faire une grosse réa, on est content. Mais ça, on le paye parce que la fatigue, avec l'âge, on met beaucoup plus de temps à récupérer les gardes. Et surtout que le lendemain, souvent, on n'a pas le temps de prendre notre repos de garde. Donc, parce qu'on est en réunion, etc. Donc, au bout d'un moment, la fatigue et le sommeil s'accumulent. J'ai calculé que j'avais à peu près dormi 7 ans de ma vie à l'hôpital. Donc, le sommeil sur le topo de ce matin, ça ne se récupère jamais. Savoir se ressourcer. Donc, si on est arrivé à plus de 50 ans en réa sans en être parti, c'est qu'on sait se ressourcer, hein, qu'on arrive à avoir une vie personnelle, qu'on fait beaucoup de sport. En réanimation pédiatrique, il y a aussi un épuisement professionnel élevé, plus de 60%. Et donc, il faut savoir se faire aider. Hein, les décès s'accumulent, les situations conflictuelles s'accumulent, elles s'additionnent, elles ne s'effacent pas hein, au fur et à mesure. Et même après un certain âge, il faut savoir se faire aider. Et un de mes derniers projets, ça a été de mettre en place une psychologue pour le personnel. Et donc, je suis très contente. Il faut savoir couper, sans mail, sans WhatsApp, au moins pendant ses vacances. Ça, je sais que c'est difficile, mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à se ressourcer. Voilà, j'attire, parce qu'on a eu un médecin qui a fait donc une fatigue de compassion dans le service. Et donc, il faut vraiment le dépister quand vous voyez vos collègues qui commencent à avoir des troubles de dépersonnalisation, à devenir cyniques, ça ne sert à rien, ils meurent tous, pourquoi on fait ça, etc. Et surtout, ça va créer un environnement toxique et vous allez voir petit à petit l'équipe se déliter. Et donc, il faut savoir le dépister, savoir imposer du temps hors clinique à ces personnes. Et c'est une des maladies, je dirais, de réanimation qui est assez courante. Ensuite, il va falloir transmettre et je trouve que les programmes de simulation de fidélité, c'est vraiment un projet transgénérationnel où on arrive au moment des débriefings à faire passer des messages qui sont vraiment des messages très pratiques aux jeunes générations et par exemple les phénomènes de tunnelisation, etc. Et donc voilà, c'est des temps de partage importants. Et puis, trouver là où les bonnes personnes qui vont nous remplacer et avec un temps de tuilage. Parce que qu'on soit chef de service ou PH, on a évidemment fait de la clinique, mais on a aussi des activités hors clinique qu'on aimerait bien pouvoir que d'autres partagent. Hein, donc, il faut que d'autres personnes se forment à l'éthique dans le service, etc. Donc, moi, j'ai trouvé la perle rare, qui est un réanimateur ancien parisien de Necker qui est venu à Grenoble. Et puis il y a une suite, c'est-à-dire savoir partir. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis 2 mois, je ne travaille plus. J'ai un CET de 6 mois. Et donc pourquoi j'ai pris la décision de partir? Parce que il y avait un PUPH qui était là depuis 6 ans. Il avait envie justement d'organiser le service à sa façon. On sent que notre enseignement, on ne comprend plus rien aux études médicales, que notre enseignement n'est plus forcément dans le coup. Et puis, il y a eu le décès qui a fait qui a été la goutte d'eau en se disant, mais tant de souffrance, pourquoi je ne peux plus. Et puis, l'immobilisme de l'hôpital public, tous ces projets ou qui sont détricotés ou qui n'aboutissent pas. Et ça, ça a été aussi une des causes de mon arrêt. Et puis, il faut être persuadé que une réanimation, c'est une entité hein, qui ne s'arrête jamais et qui continuera à travailler sans vous. Donc, il faut faut déjà être bien préparé dans sa tête. Et puis être là sans être plus là, puisque je voulais quand même, j'aime encore la réanimation. Donc, j'ai voulu connaître d'autres expériences. Donc, je suis repartie en réanimation médicale adulte chez Carole Schwebel. Pour me reformer à la réanimation adulte et j'ai été travailler donc 2 fois au CH de Mayotte où j'ai connu c'était une expérience très enrichissante.
Et puis, donc, ils m'ont montré que la réanimation pédiatrique, finalement, n'était pas si différente de la réanimation adulte. L'importance du poids psychique du rôle de chef de service. Là-bas, j'étais comme tous les autres PH. Et on se rend compte, quand on n'y est plus, que c'est vraiment un poids quotidien et permanent. Et puis, voilà, j'ai voulu partir sans être trop désabusée et trop usée de la réanimation. Et puis, donc, je continue à faire des conférences et des cours au Vietnam où j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Duranteau. Voilà, je vous remercie.